Bonjour et bienvenue à cette nouvelle série de cours de base de la géotechnique. Nous allons enchaîner par un chapitre d'une importance capitale en géotechnique. C'est la résistance au cisaillement des sols. Alors, avant de commencer, je tiens à rappeler que le sol pourrait être un support des ouvrages, comme c'est le cas des fondations. Et il pourrait être supporté par les ouvrages, comme c'est le cas des terres derrière un mur de soutènement. Et il pourrait être aussi lui-même l'ouvrage, comme c'est le cas d'un remblai ou bien d'un barrage en terre. Dans tous les cas de figure, il faut que le sol puisse bien résister aux contraintes qui lui sont appliquées. Voilà. Alors, maintenant, je vais prendre l'exemple d'une fondation. Imaginez que vous avez là une fondation qui est ancrée dans un massif de sol. Je vais charger ma fondation. Vous avez ici la charge Q. Automatiquement, il y aurait des contraintes dans le massif de sol, comme nous avons vu dans le cours précédent. Si j'augmente le chargement, les contraintes vont augmenter aussi. Et si j'augmente encore, les contraintes vont automatiquement suivre. Mais ces contraintes ne peuvent augmenter indéfiniment. Ils vont arriver à une certaine limite, là où il y aurait une rupture du sol par poinçonnement. C'est le poinçonnement du sol. Alors, comment se manifeste ce poinçonnement du sol? Pratiquement, c'est par un enfoncement de la fondation dans le sol et par un soulèvement de la surface du sol aux côtés de la fondation. Donc, lorsqu'il y aurait les deux aspects, enfoncement de la fondation et soulèvement du terrain adjacent, ça veut dire qu'il y a eu un poinçonnement du sol. Voilà. Alors, donc, cette rupture du sol, elle va se produire sur des plans bien déterminés, qui sont appelés les plans de rupture ou bien les surfaces de rupture. Voilà. Ça veut dire que là, par exemple, sous cette fondation, il y aurait une rupture au niveau de ce plan et de l'autre aussi. Lorsque je dis ce plan de rupture, c'est un plan qui est commencé, qui est constitué de plusieurs facettes. Au point M, là j'ai une facette, deuxième, il est composé de plusieurs facettes. Là, il y aurait la rupture. Donc, si je prends en considération toutes les facettes, les petites facettes au niveau d'une infinité de points, je vais trouver le grand plan de rupture. Alors, la question qui se pose là, c'est pourquoi la rupture a eu lieu sur ces plans. Alors, pour le savoir, nous allons prendre une petite facette sur ce plan de rupture. Alors, donc ici, j'ai une facette. Donc, entourant le point M, j'ai le point M, donc avec cette facette qui a l'inclinaison. Cette inclinaison pour faire partie du plan de rupture. Alors, lorsque je prends en considération une facette, je la spécifie par sa normale. Je dis une telle facette qui a la normale N, avec ses composantes, bien sûr, dans un repère que je vais choisir. Donc ça, c'est la normale N. D'accord? Donc si je représente la contrainte, donc c'est une contrainte appliquée, la contrainte engendrée par le chargement, je vais la noter T. Donc c'est la contrainte appliquée au point M sur la facette qui a la normale N. Je suis vraiment bien précise, je sais bien de quoi je parle là. Alors cette contrainte, je peux la décomposer en une composante normale, donc je vais la noter sigma n, et une composante tangentielle tau nt. Voilà. Donc
Cette composante tangentielle des contraintes, c'est elle qui provoque le glissement, c'est elle qui est responsable de la rupture du sol. Mais quand est-ce qu'elle arrive à le faire? C'est quand le sol ne peut pas supporter l'intensité de cette composante tangentielle. Donc le sol automatiquement, il va essayer de résister, il va freiner ce déplacement, il va essayer de résister à cette composante tangentielle. Il a une résistance tau R, une résistance à la rupture, tau R, R la rupture. Donc il va bien sûr se défendre. Mais si cette contrainte tangentielle devient beaucoup plus, elle augmente d'une façon plus importante, elle devient supérieure à cette résistance, il y aurait un glissement au niveau de cette surface qui a la normale N. Si ce processus se répète sur tous les points de ce plan de rupture, il y aurait une rupture généralisée selon ce plan. Voilà. Donc, je récapitule. Il y aurait une rupture du sol selon un plan lorsqu'il y aurait une rupture au niveau de tous les points de ce plan, selon bien sûr une direction bien déterminée. Quand est-ce qu'il y aurait la rupture du sol sur une surface? C'est lorsque la composante tangentielle de la contrainte devient supérieure à la résistance au cisaillement. Et là, bien sûr, je précise que la rupture du sol se fait bien sûr par glissement des grains les uns sur les autres. Si j'essaie de représenter ce qui va se passer ici, donc voilà le massif de sol comme il était avant, il y a eu, ça c'est la surface de rupture, donc qu'est-ce qui va se passer? Donc cette partie du sol, il va glisser par rapport à l'autre, il va se déplacer par rapport à l'autre. C'est un cisaillement du sol qui va se faire. C'est pour ça que le chapitre, il est appelé résistance au cisaillement. Le sol va résister au cisaillement par, bien sûr, freinage. Et cohésion aussi, on va voir par la suite. C'est-à-dire qu'au moment de la rupture, il n'y aurait pas de cassure des grains eux-mêmes, mais uniquement un déplacement. Voilà. Donc et là, je reviens à l'objectif principal du chapitre. Donc notre objectif principal ici, c'est de savoir calculer les contraintes dans le sol sur n'importe quelle surface, de n'importe quelle direction. D'accord? Et de pouvoir en même temps calculer la résistance au cisaillement sur cette surface pour pouvoir comparer. Si la contrainte de cisaillement est plus petite que la résistance, ça veut dire que cette surface est stable vis-à-vis de la rupture du sol. Sinon, il y a un problème de rupture qui va se produire au niveau de cette surface. J'espère que j'étais claire. Maintenant, je vais passer un peu au détail. Donc, je rappelle que l'année dernière, nous avons vu un peu à propos des contraintes dans le sol. Je vous ai montré comment calculer les contraintes. Mais c'était trop rétréci. Je vous ai montré comment calculer les contraintes dans le sol dans le cas uniquement des massifs, des surfaces qui ont la même inclinaison que le terrain naturel. C'était le cas d'une surface horizontale, dans le cas d'un terrain naturel horizontal, et d'une surface inclinée de la même inclinaison que le terrain naturel. Ce sont les deux cas de figure que nous avons vus. Maintenant, on va un petit peu plus élargir, et vous devriez être capable de calculer les contraintes sur une surface qui a n'importe quelle inclinaison. D'accord, n'importe quelle inclinaison. Alors pour ceci, nous aurons besoin des principes de la mécanique des milieux continus. Pour cela, nous allons supposer comme première hypothèse que le sol est un matériau continu. J'ouvre ici la parenthèse pour expliquer que cette hypothèse elle est très bien remplie lorsque notre sol est fin. Un sol fin saturé, ce sont de petits éléments, il y a de l'eau. Je peux considérer que le milieu est continu et les déplacements vont l'être aussi. Mais pour les sols grenus, avec les grands grains, les déplacements ne vont pas être vraiment continus. Ça veut dire que ce n'est pas un matériau qui est vraiment continu. Et il y a aussi l'autre problème, c'est dans le cas, c'est lorsqu'on arrive à la rupture du sol. Donc rupture du sol, il y a discontinuité sûrement.
Mais même avec ces éléments, nous pourrions quand même considérer que c'est un matériau continu pour pouvoir avancer. Voilà. Et je ferme là la parenthèse. Alors, pour les conventions de signes, alors, contrairement à ce que vous avez vu en mécanique des milieux continus, en mécanique des sols, les contraintes normales de compression sont considérées positives. Ce sont les contraintes de compression qui sont considérées positives. Et ainsi, je peux écrire le tenseur des contraintes en un point M. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un tenseur de contraintes? Alors, si je considère un point M d'un massif du sol, alors je vais l'entourer d'un cube. Je vais faire de telle sorte que ce point M occupe le centre d'un petit cube. Ce cube, c'est un petit échantillon infinitésimal. On ne peut pas travailler avec un point. Donc toujours on l'entoure d'un cube pour pouvoir imaginer les contraintes. Voilà. Donc c'est un petit cube, un petit échantillon de sol sous forme de cube dans le massif du sol. Nous allons imaginer que nous allons enlever ce point, retirer ce cube de son milieu naturel. D'accord? Alors nous allons le retirer et nous allons imaginer les contraintes qui étaient appliquées par le reste du massif sur ce cube. Il y a eu bien sûr des contraintes appliquées partout. Donc ici, par exemple, le sol qui se trouvait de ce côté appliquait une contrainte qui a trois composantes. Une contrainte normale sur cette face et deux composantes tangentielles sur le plan de cette face. La même chose ici, il y a une contrainte normale et deux composantes tangentielles. Il y a ici une petite remarque concernant les composantes tangentielles que je tiens à préciser. Alors, pour des faces du cube qui sont adjacentes, alors, les contraintes tangentielles qui sont perpendiculaires à la même arête, voilà la même arête, l'arête commune des deux faces, donc elles sont soit dirigées dans le sens inverse en s'éloignant de cette arête. Par exemple, nous avons ici la composante tangentielle tau YZ, elle s'éloigne de l'arête. Automatiquement, l'autre face aussi, sa composante tangentielle tau ZY, elle s'éloigne aussi. Donc, soit qu'elles s'éloignent toutes les deux de l'arête commune, soit elles vont se diriger toutes les deux vers cette arête. Par exemple, ici, sur cette face, elle a la même arête commune que l'autre qui se trouve en haut. Donc, automatiquement, si je veux représenter le taux YZ, elle va être dirigée vers le haut taux YZ pour que toutes les deux vont être dirigées vers le même arête. En plus de ça, les deux composantes tangentielles, elles ont la même intensité. Donc ceci pourrait être bien sûr démontré. Donc nous avons taux XY est égal à taux YX, taux YZ c'est taux ZY et taux ZX est égal à taux XZ. Alors si je prends toutes les composantes normales et tangentielles, ça va me donner une matrice de dimension 3 x 3. C'est ce qu'on appelle le tenseur des contraintes. Voilà, il y a 9 composantes. Mais puisque les composantes tangentielles qu'on vient d'énumérer, elles sont bien sûr égales, donc XY est égal à taux YX, ainsi de suite, nous aurons une symétrie dans notre matrice. Donc le tenseur de contrainte, sigma, dans un repère quelconque X, Y, Z, donc c'est égal à une composante normale, sigma X, composante tangentielle, taux YX, taux ZX. Et ici, c'est taux XY, la composante normale sigma Y et taux ZY. Et ici, c'est taux XZ, taux YZ et la dernière composante normale, c'est sigma Z. Voilà. Alors, qu'est-ce que c'est que ce tenseur de contraintes? Alors, il traduit l'ensemble des contraintes au niveau d'un point M en donnant aux facettes une infinité de dimensions. Ça veut dire que je peux tourner les facettes autour de mon point M comme je veux. Donc le sigma, si vous voulez, il prend en considération toutes les facettes.
Quand je dis facette, par exemple, le point M là, et j'ai ici une facette, voilà. Donc, elle a une direction. La direction, elle est caractérisée par quoi? Elle est caractérisée par sa normale. Quand je parle d'une facette, je donne les coordonnées de sa normale M. Si je change d'orientation de ma facette, par exemple comme ça, j'aurai une autre normale, donc c'est la nouvelle normale, elle est spécifiée par sa normale. Donc le tenseur des contraintes, elle permet de calculer la contrainte à un point M avec l'orientation que je veux. Il suffit d'avoir les coordonnées de sa normale. Voilà. Alors, avant de passer au calcul des contraintes en utilisant le tenseur, nous allons tout d'abord évoquer un détail très important. C'est le repère principal. Nous travaillons depuis tout à l'heure avec un repère quelconque, arbitraire, choisi. Mais en réalité, il existe en tout point M du milieu 3 plans privilégiés. Alors, c'est quoi le privilège qu'elles ont? C'est que les contraintes s'exerçant sur les faces de cube sont réduites à des contraintes normales. Ça veut dire qu'il n'y a pas de composante tangentielle du tout. Alors ces plans sur lesquels il n'y a que des contraintes normales sont appelés des plans principaux. Et leurs normales sont appelées les directions principales. Et les contraintes normales qui sont correspondantes à ces plans sont appelées les contraintes principales. Il y en a 3 qui sont notées, sigma 1, sigma 2 et sigma 3. Par convention, on prend sigma 1 la valeur la plus grande, sigma 2 l'intermédiaire et sigma 3 c'est la valeur la plus petite. Sigma 1 est appelée la contrainte principale majeure, sigma 2 c'est l'intermédiaire et sigma 3 c'est la contrainte principale mineure. Il est important de travailler avec le repère principal parce qu'il nous facilite énormément la tâche. Voilà. Donc, si j'essaie de représenter le tenseur dans le repère principal, donc le repère principal par rapport au point M, c'est M, grand X, grand Y, grand Z. Voilà, pour faire la différence avec un repère quelconque. Donc, automatiquement, le tenseur dans le repère principal, M grand X, grand Y, grand Z, c'est égal à sigma 1, 0, 0, 0, sigma 2, 0, 0, 0 et sigma 3. Voilà. Alors, une fois que nous avons vu le repère principal, je reviens au calcul de ma contrainte en passant par le tenseur. Alors, si au niveau d'un point M, je veux, voilà mon point M, je veux calculer la contrainte appliquée sur une facette qui a la normale N. Voilà. Donc, je veux calculer ma contrainte. Alors, qu'est-ce que je fais? Donc, T, la contrainte appliquée au point M sur une facette de normale N, ce n'est que le produit du tenseur des contraintes et de cette normale N. Supposons que cette normale N, dans un repère quelconque, a les composantes alpha, bêta, gamma. Voilà. C'est-à-dire que le vecteur contrainte est égal à sigma x, tau xy, tau xz, tau xy, sigma y, tau yz, tau xz, tau yz et sigma z, alpha, bêta, gamma. Donc, je peux déterminer les 3 composantes F, G et H. Si je travaille avec le repère principal, automatiquement T, M, N, ça va être donc F, G et H. Ça va être quoi? Ça va être alpha fois sigma 1, bêta fois sigma 2 et gamma fois sigma 3. Dans le premier cas, je n'ai pas fini les calculs parce que c'est un produit normal que vous savez tous faire. C'est sigma x fois alpha plus tau xy fois bêta plus tau xz fois gamma. Pardon, non, notre gamma. C'est gamma et ainsi de suite. Voilà. Alors, ici, nous avons un repère, dans le vecteur contrainte dans le repère local.
Alors, qu'est-ce que c'est que le repère local? C'est le repère qui est lié au point M et à la facette entourant le point M. Chaque facette a une normale, voilà, et une tangentielle. Donc, lorsque j'ai calculé le vecteur contrainte, que ce soit avec le tenseur quelconque ou bien le tenseur dans le repère principal, je dois automatiquement le convertir vers le repère local parce que j'aurai absolument besoin de ma composante normale et de ma composante tangentielle au niveau de la facette pour vérifier par la suite la stabilité de ma facette vis-à-vis du cisaillement, vis-à-vis du glissement, comme j'ai expliqué au début du cours. Donc je suis obligée de faire cette traduction, cette conversion. Ici, avant de continuer, je tiens à préciser un petit détail qui fait la confusion chez certains étudiants. Alors, on a dit avant que la normale ou bien les contraintes de compression sont considérées positives. Et là, nous avons donc mis ici N, c'est comme si elle sort de la section. Parfois, les étudiants me disent qu'elle doit être en fait rentrante. Et là, je précise que lorsque nous représentons cette section, vous avez les hachures là, c'est pas aléatoire. Les hachures qui sont là, ils montrent que la matière se trouve de ce côté. Lorsque nous avons fait une coupure là, et la matière se trouve de ce côté. Ça veut dire que lorsque je vais appliquer une contrainte, si c'est une compression, ça va être vers ce sens. Voilà, vers la matière. Ça veut dire que lorsque je représente N comme ainsi, ça veut dire qu'elle est rentrante, c'est une compression vers la matière. Voilà, et c'est une, bien sûr, valeur qui est considérée comme positive. J'espère que j'étais claire. Jusqu'à maintenant, nous avons traité le problème à 3 dimensions. Mais il faut savoir que la plupart des problèmes de mécanique des sols sont traités uniquement à 2 dimensions. Soit parce que les ouvrages considérés ont une géométrie constante dans une direction parallèle, perpendiculaire aux deux autres, ou bien et qu'ils sont suffisamment longs, comme c'est le cas des talus, des remblais, des barrages en terre, des semelles filantes, des voiles, etc. Soit qu'il existe une symétrie de révolution, comme c'est le cas des fondations circulaires, les radiers, les pieux, etc. Donc, nous allons nous limiter au cas bidimensionnel. Nous allons ainsi considérer une facette. Donc, c'est une facette qui passe par le point M qui a cette inclinaison. Donc, dans le repère quelconque, M, X, Y, Z, la normale à cette facette considérée fait un angle θ par rapport à X. Ça veut dire que pour cette facette, la composante normale, la normale de cette facette, c'est cosinus de θ, sinus θ dans le repère M petit x petit y. Et ainsi, si je veux écrire le vecteur contrainte au point M au niveau de cette facette de normale N, je vais écrire, c'est le produit du tenseur de contrainte qui est sigma x tau xy, tau xy sigma y, et du vecteur de la normale, c'est cosinus de θ, sinus de θ. Ça veut dire que le vecteur contrainte Tmn, c'est égal à la composante petit f et fg. Donc f c'est égal à sigma x cosinus de θ plus tau xy sinus θ. Et la g c'est tau xy cosinus de θ plus sigma y sinus de θ. Voilà. Mais comme nous avons dit avant, c'est dans le repère quelconque. Dans le repère, ça c'est XY, repère XY. Dans le repère principal, qu'est-ce que ça aurait donné? Petit f est égal à sigma 1 cosinus θ et g, ça va être sigma 3 sinus θ, tout simplement puisque les composantes tangentielles vont être nulles. Maintenant, ce qui nous intéresse, c'est l'expression de ce vecteur contraint dans le repère local. Donc T, Mn, ça va donner une composante normale à la facette,
sigma n et une composante tangentielle tau nt. Alors pour obtenir ces composantes, il faut faire il faut bien sûr utiliser la matrice de passage. Donc la matrice de passage, c'est quoi? C'est cosinus de θ, sinus θ, moins sinus de θ et cosinus de θ. Donc vous la connaissez celle-là. Il faut une matrice de passage pour traduire ou bien convertir les coordonnées d'un repère à l'autre. Donc ce sont les coordonnées dans le nouveau repère. Donc, et ici, ce sont les coordonnées dans l'ancien repère. Voilà. Donc, ainsi, après que je fasse donc ce petit calcul, je vais trouver les deux composantes du vecteur contrainte dans le repère local. Donc, sigma n, composante normale, et tau nt, la composante tangentielle. Si je fais quelques adaptations avec ces expressions simple trigonométrique, je vais obtenir les expressions que vous voyez là. Donc vous voyez que la contrainte est exprimée en fonction des composantes du tenseur, sigma x, sigma y, tau xy, et de l'angle θ. Vous voyez qu'avant, en réalité, la normale faisait un angle θ par rapport à x. Maintenant, dans l'expression, on trouve moins de θ. C'est comme s'il y a eu une rotation du double de cet angle et dans le sens opposé avec la présence du signe moins ici. Voilà. Alors, cette expression, si on l'examine bien, on peut l'écrire sous la forme suivante. Donc, celle-là, elle peut donner que sigma n moins sigma x plus sigma y sur 2 le tout au carré, plus tau nt moins 0 au carré, ça donne sigma x plus sigma y sur 2 au carré, plus tau xy au carré. Alors à votre avis, c'est l'équation de quoi? C'est l'équation d'un cercle. Un cercle qui a donc le centre C avec ses coordonnées sigma x plus sigma y sur 2, 0 et avec le rayon, c'est la racine carrée de ça. Donc ça, c'est le R carré. C'est ça. Donc, avec cette observation qu'on vient de faire, on peut dire quoi? Que l'extrémité du vecteur contrainte au point M sur une facette qui a la normale petit m, il se trouve sur un cercle qui a le centre comme suit et qui a le rayon ici. Ça veut dire que le cercle est bien défini. Voilà. On reste toujours sur un cercle. On peut faire varier cette orientation de la facette comme on veut. Le vecteur contrainte va toujours se trouver sur le cercle. Il va se trouver à un emplacement avec bien sûr c'est l'angle θ, l'angle de rotation qui va changer. Nous avons vu avant que par rapport à x, il se trouve d'un angle θ. Maintenant, dans le cercle, il va se tourner d'un angle de 2θ, mais dans le sens opposé. Voilà. Maintenant, nous allons essayer de représenter ceci dans le repère principal. Pourquoi on revient au repère principal? Parce que c'est facile à manipuler. Vous allez voir qu'on peut le représenter mieux. Alors, dans le repère principal, le tenseur, c'est sigma 1 et sigma 3 uniquement. Il n'y a pas de composante tangentielle. Ça veut dire qu'on va se débarrasser de ces composantes. Et qu'est-ce qu'on peut obtenir? Dans le repère principal, je peux écrire que Tmn, c'est sigma n. Sigma n, c'est quoi? C'est sigma 1 plus sigma 3 sur 2 plus sigma 1 moins sigma 3 sur 2 fois cosinus moins 2 θ. Et ici, tau nt, donc je vais écrire ça avec les composantes dans le repère principal, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2 sinus 2 moins 2 θ. Voilà. Alors, est-ce que je peux représenter ici le cercle? Oui. Alors, le cercle que je vais représenter, il s'appelle le cercle de Moore. Voilà.
Je sais que ça représente la bête noire pour une bonne partie des étudiants de génie civil et peut-être d'autres génies comme le génie mécanique. Alors, donc voilà. Donc le centre ici, si j'essaie de représenter donc mon cercle, ici c'est l'axe des contraintes normales, ici ce sont les contraintes tangentielles. Ici, ça c'est mon cercle. Excusez-moi, je n'ai pas bien dessiné le cercle. Donc ici, le centre, il se trouve à sigma 1 plus sigma 3 sur 2, 0. Ça veut dire qu'il va se trouver là. Donc, et ça, c'est sigma 1 plus sigma 3 sur 2. Et le rayon, c'est quoi? C'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2. C'est le rayon, voilà. Alors, ici, qu'est-ce que vous voyez? Que sigma n, alors ça, si on suppose, ça c'est le rayon, on va prendre une autre couleur, supposons, alors c'est ça, le vecteur contrainte que je viens de calculer, c'est T, M, N, voilà. Il se trouve à ce point du cercle. Alors, sa composante normale, c'est sigma n. Et sa composante tangentielle, c'est tau mt. Alors, regardez bien l'expression. Sigma n, ça, elle est égale à sigma 1 plus sigma 3 sur 2, c'est ça. Sigma 1 plus sigma 3 sur 2, j'arrive au centre. Il me faut cette petite distance pour compléter mon sigma n. Cette petite distance, c'est quoi? C'est le rayon fois le cosinus. Voilà. Alors ici, c'est combien? C'est moins 2θ. Donc c'est le rayon, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2 fois cosinus moins 2θ. Donc point 2, je dois la dessiner de ce côté-là. Et pour tau nt, donc pour tau nt, c'est cette distance. C'est égal au rayon, c'est sigma 1 moins sigma 3 sur 2 fois le sinus de moins 2θ. Alors vous voyez que c'est toujours le double de l'angle que nous avons pris réellement et dans le sens opposé. Si je suis tourné dans ce sens de θ avant, maintenant je dois tourner dans le cercle de mort de moins 2θ. Et là, je tourne par rapport bien sûr au centre du cercle. Je le précise bien, c'est par rapport au centre du cercle. Voilà. Voilà, ça c'est la représentation du mort, c'est le cercle de mort. Alors ici, je vais préciser que dans la représentation de mort, ici j'ai la sigma 3, c'est la contrainte principale mineure, et sigma 1, c'est la contrainte principale majeure. Alors, ici, c'est la composante normale. Nous savons que les contraintes principales, ce sont des contraintes normales uniquement. Ils n'ont pas de composante tangentielle. Ça veut dire qu'ils vont se trouver sur l'axe des contraintes normales. Et puisque nous avons dit que l'extrémité du vecteur elle se trouve toujours dans le cercle, ça veut dire qu'ils n'ont pas le choix. L'une va se trouver avec l'intersection avec le cercle ici et l'autre ici. Par convention, nous avons choisi de nommer la plus petite sigma 3 et la plus grande sigma 1. Donc le vecteur contrainte pour la contrainte principale mineure, ça va être ça. Et le vecteur contrainte pour la contrainte principale majeure, c'est ça. Voilà, c'est le vecteur contrainte. Et ici, nous savons que les contraintes principales mineures et majeures, elles sont perpendiculaires l'une sur l'autre. Alors nous allons revenir en réalité. C'est un axe, ça veut dire que c'est un repère principal, ça veut dire que les axes sont perpendiculaires les uns sur les autres. Alors supposons que nous avons ici la facette qui représente le plan principal majeur. Ça, c'est le plan principal majeur. C'est une facette sur laquelle est appliquée la contrainte principale majeure, sigma 1. Donc sa normale, elle est représentée comme ainsi. La normale à la facette. Donc la normale, c'est la direction principale, x1. Voilà, la normale au plan principal majeur est appelée direction principale majeure. Voilà. Alors là, pour la contrainte principale mineure, elle est appliquée sur un plan perpendiculaire à celui-là. Donc ici, c'est la contrainte principale mineure sigma 3. Ça, c'est le plan principal mineur sigma 3.
Et ici, je peux le noter x3, c'est la direction principale mineure. Ça veut dire la normale au plan principal mineur. Je répète ces éléments parce que c'est primordial de bien se figer ces détails, ces idées pour ne pas avoir des confusions par la suite. Voilà. Alors maintenant, je vais ajouter un petit détail. Que lorsque la facette tourne en réalité d'un angle θ, dans le cercle de Moore, elle se tourne d'un angle de θ dans le sens opposé. Nous avons déjà dit ça, mais maintenant nous allons essayer de le voir sur le cercle. Voilà, nous avons trouvé analytiquement, mais maintenant donc sur le cercle. Alors je vais essayer de représenter la contrainte principale majeure. Donc toujours dans le plan de Moore, je mets ma facette perpendiculaire, verticale. Quelle que soit sa direction réelle, elle est toujours verticale. Pourquoi? Parce que ça représente la normale. Donc si cet axe représente la normale, automatiquement ma facette doit être verticale. Et ça c'est l'axe donc tangentiel. Alors je représente ici mon plan principal majeur. Ça veut dire que ça c'est ma direction principale majeure. D'accord? Alors si je tourne maintenant ma facette, donc du plan principal majeur, je passe au plan principal mineur. Donc je passe de cette direction à celle-là, c'est-à-dire, que je vais tourner de π en réalité. Bien sûr, les sections ont tourné et les normales aussi, ils ont tourné de π, c'est logique. Donc, dans le cercle de Moore, je vais tourner de π, mais dans le sens contraire, ça veut dire moins π. Donc, je vais tourner, donc voilà, toujours à partir du centre, je vais tourner pour arriver là. Ça veut dire que le vecteur contrainte appliqué sur le plan principal mineur, sigma 3, elle a comme extrémité ce point. Voilà le vecteur contrainte sigma 3. C'est bon, j'espère que c'est clair. Nous avons ici une facette M, d'accord, une facette horizontale qui passe par le point M. Je vais la représenter ici. Cette facette est la normale N1. Et le vecteur contrainte appliqué ici, c'est T1. Il fait un angle β1 par rapport à la normale. Donc voilà ma facette, voilà ma normale. Donc voilà mon vecteur contrainte. Il fait un angle β1 par rapport à la normale. Donc par rapport au centre, je trouve qu'il y a un angle ici, un certain angle là. Voilà, un certain angle là. Alors maintenant, je veux faire une rotation de ma facette. Alors je vais la tourner d'un angle alpha. Voilà, ça c'est la facette que je vais trouver. Automatiquement, bien sûr, donc sa normale N1 à N2, ça va tourner aussi d'un angle alpha. Et le nouveau vecteur contrainte T2, donc T2, voilà, T2, c'est ça, par rapport à N2. Donc ça veut dire que si je veux représenter mon vecteur contrainte, T2, il fait un angle β2 par rapport à la normale. Ça c'est la normale à ma nouvelle facette. Donc je vais tourner d'un angle β2 pour obtenir mon point. Après, qu'est-ce que je vais trouver? Lorsque je fais la comparaison entre les deux positions des extrémités, je trouve que pour passer de première extrémité à la deuxième, bien sûr, en faisant une rotation par rapport au centre du cercle, je trouve que j'ai tourné d'un angle de moins 2 alpha. Ça veut dire quoi? Que lorsque je tourne réellement d'un angle alpha, sur le plan de Moore, je vais tourner de 2 alpha dans le sens contraire. Ici, j'ai tourné comme ça, et là, je vais tourner de ce sens. Voilà. J'espère que c'est clair là. Nous avons dit tout à l'heure que dans la représentation de Moore, on représente les contraintes principales majeures et mineures, sigma 1 et sigma 3. Donc, comment déterminer ces contraintes principales? Et aussi les directions principales x1, x3. Alors, donc, on sait que dans le repère principal, les contraintes ne sont uniquement normales. Ça veut dire que taux nt, elle est nulle. Donc, je vais mettre que taux nt est égal à 0. Après, je vais obtenir deux valeurs de θ qui sont définies à π demi près.
je vais les remplacer dans sigma n pour obtenir deux valeurs, sigma 1 et sigma 3. Ce sont les contraintes principales. Vous avez déjà fait ceci en mathématiques pour trouver les valeurs propres et les vecteurs propres. Les valeurs propres, ce sont les contraintes principales et les vecteurs propres, ce sont les directions principales. Alors, pour trouver la direction principale, donc Tmn, donc je vais écrire que le tenseur contrainte produit de la normale est égal à sigma n. Voilà. Avant, lorsque vous aviez une matrice et vous voulez chercher le vecteur principal, vous écriviez que AX est égal à lambda X. Donc, vous prenez lambda 1 au début pour trouver le vecteur X1 et après vous remplacez par lambda 2 pour trouver le vecteur contrainte X2. Donc, c'est la même chose. Ici, c'est le vecteur contrainte est égal à sigma nn. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Alors, ici, je trouve le vecteur contrainte. Donc, je dis là que le vecteur contrainte, il a une intensité de sigma n et il est porté par la normale. C'est ça, pour trouver bien sûr le vecteur x1. Et après, je vais remplacer ici par x3 pour trouver le vecteur contrainte grand x3. Voilà. Donc, ce sont les méthodes pour trouver les contraintes principales et les directions principales. Voilà, donc il reste un tout petit détail qui est trop petit dans le cas d'un cercle de Moore à 3D. Maintenant, à 2D, nous avons dit que nous avons un cercle. Voilà, c'est le cercle que nous avons donc mentionné à 3 dimensions, donc sigma 3 et sigma 1. À 2 dimensions, pardon. Lorsque nous sommes à 3 dimensions, le vecteur contrainte, il se trouve dans cette partie hachurée. C'est un triangle curviligne, donc entre les trois cercles. Ça veut dire que ici, je donne à la facette les directions que je veux. Mon vecteur contrainte, il ne va pas sortir de cette surface hachurée. Voilà. Donc j'espère que ça a été bénéfique pour vous. Je vous laisse un petit peu consolider ce que je viens de dire avant de passer à la suite du cours qui va être consacré à la résistance du sol. Maintenant, ce sont les contraintes dans le sol et on passe par la suite à la résistance. Merci et à la prochaine.